Alors, bonjour à tous encore. On termine la partie SLMP. Je pense que aujourd'hui, on va tout terminer sur la partie Centrayon. Enfin, on va parler un peu de tout ce qui nous reste à faire. Alors, ce que j'étais en train de faire ici, j'étais en train de configurer SNMP sur ma machine physique. Du coup, l'objectif, ça sera que j'ajoute le SNMP sur ma machine physique, tout court, normal. Et puis, je vais connecter directement ma machine physique. Bah, tant qu'on est là, autant le faire directement. ipconfig. Alors, la carte réseau, je crois que c'est 22. Je crois que c'est 22. C'est 22, ouais, c'est bon. Alors, on ajoute juste le nouveau hôte, qui est tout simplement mon PC. Qu'est-ce que je voulais faire de plus? C'est juste que je voulais bien travailler sur mon PC, pas plus. Hein. Ajouter. Et puis, j'ajoute le PC, que je vais appeler Windows 10. Après, je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas, parce que j'ai pas redémarré le PC quand j'ai... quand j'ai installé le SNMP, je crois que c'est pas obligatoire le redémarrage, mais on va voir. En tout cas, si c'est obligatoire, je vais laisser tomber parce que je vais pas redémarrer le PC pendant l'exercice, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? Ok. Ici, le fuseau horaire plutôt Europe et Paris. Hop. On va ajouter un modèle Windows. Ok. Qu'est-ce qu'on voulait dire ici? Ok, il n'y a pas de souci. Après, n'oubliez pas d'activer le contrôle actif et le contrôle passif. L'actif, c'est ce qu'on a vu déjà jusqu'à maintenant. Et puis le passif, c'est justement l'objectif de ce chapitre en question. Tout ce qui est en relation avec ce genre de choses, ok, on va y revenir, en tout cas, il n'y a pas de souci. On va sauvegarder. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va dans le collecteur ajouter la machine. On va voir si ça va fonctionner ou pas, parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas très sûr, parce qu'apparemment, il faut redémarrer la machine sur laquelle on installe la fonctionnalité SNMP. On va voir si ça passe à 6 ici. Si ça passe à 6, c'est que c'est ok. Si ça passe pas à 6... j'ai envie de dire, on s'en fout, on travaillera sur n'importe quelle autre machine, le Windows 8 ou le Windows Server, peu importe. Très bien, ça passe à 6, du coup, ce n'est pas obligatoire le redémarrage de la machine à l'installation des fonctionnalités SNMP. Alors, de quoi j'étais en train de parler ou de quoi j'étais en train de me préparer pour parler? Principalement, j'étais en train de me préparer sur la partie trap SNMP, c'est quelque chose qui ressemble à ça, c'est ici. Du coup, on a tout un chapitre dans la documentation officielle qui s'appelait supervision passive. Du coup, le principe de la supervision passive, c'est que c'est la machine qui envoie par elle-même les informations de supervision vers le serveur de supervision. C'est que du coup, le principe de la supervision, c'est que vous avez une machine à superviser ici, c'est ce qu'on appelle le client de la supervision, et puis vous avez quelque part ici le serveur de supervision comme le Centrayon. Du coup, ce qu'on faisait nous à chaque fois, on avait toujours notre SNMP configuré entre les deux liens, qui fait que la communauté SNMP configurée entre les deux liens, qui fait que à chaque fois le serveur Centrayon va chercher les informations sur le client que le client va lui fournir. Vous devinez bien que cela ne suffit pas en matière de supervision, parce qu'il faut aussi que le client arrive à fournir des informations, allez où ma souris, arrive à fournir des informations sur son état de santé vers le serveur SNMP. C'est ce qu'on appelle tout simplement les trappes SNMP. Ou autrement dit, le mécanisme, il s'appelle la supervision SNMP, la supervision passive. Et quand on dit trappe SNMP, on voulait tout simplement dire les fameux messages SNMP envoyés du client au serveur. Et à partir de là, nous allons rencontrer un petit problème qui est le problème de langue. Ça se trouve que celui-ci parle chinois alors que celui-ci parle français. Je vulgarise un peu. Ce qui pourra résoudre le problème, c'est le fait d'utiliser ce qu'on appelle l'IMIB. C'est quoi l'IMIB? C'est ni plus ni moins que des bases de données allez, je vais le dire autrement tant qu'on parle langue. Principalement ici, le client va envoyer ce qu'on appelle le OID. Le OID, c'est quoi? C'est tout simplement l'identifiant unique d'une information. Je vais dire n'importe quoi. Si on prend un switch de type Cisco, si l'information, c'est l'interface est down, on envoie un OID de type 1.3.5.9.6, etc., etc. Ok? Cela, c'est l'information
qu'envoie le switch vers le Centrion pour lui dire attention, l'interface est down. Ok? Par contre, comment le Centrion comprend cela? Il va consulter le fameux dictionnaire. La MIB plutôt, ce n'est ni plus ni moins qu'un dictionnaire qui va nous expliquer les choses. C'est tout simplement, ce gars-là va parler en chinois, il va nous traduire en français ce que voulait dire le gars qui parlait en chinois. Grâce à la MIB en quelque sorte. Du coup, alors, ça, comment ça se configure? En tout cas, dans la documentation officielle, c'est super bien décrit hein, sur la documentation. Peut-être super bien, j'exagère un tout petit peu. Mais quand même, c'est décrit avec son architecture, avec son fonctionnement et puis même avec sa configuration qui est par défaut implémentée sur les serveurs Centrion. Après, vous pouvez chercher les OID quelque part sur le net. En tout cas, si vous installez des équipements, vous êtes toujours obligé d'installer les bases de données MIB. Et puis, vous aurez la liste, par exemple, des MIB en fonction de ce que vous souhaitez. Je prends n'importe quoi. Un Cisco... allez, on veut quoi? Un Cisco Product, allez, un produit Cisco, vous voyez à quoi ressemble à peu près la MIB. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails ici parce que dans les cours réseau, SNMP, supervision, etc., c'est de quoi on parle exactement en détail. Du coup, là, vous voyez, on a un certain nombre de MIB en fonction de type de produit. Et puis là, il va nous dire des informations détaillées sur l'OID en question, qu'est-ce qu'il peut contenir, qu'est-ce qu'il peut avoir. En tout cas, des OID, vous pouvez facilement les avoir sur le net. C'est quelque chose de très facile. Il y a même sur le site de Cisco, vous avez même la possibilité de traduire des OID parce que c'est hiérarchique et vous pouvez rentrer dans tout le détail de fonctionnement SNMP qui va vous permettre de comprendre ce qu'on appelle l'OID tree, c'est l'arbre OID qui vous expliquera en détail le fonctionnement de la supervision SNMP. C'est pas Cisco mais plutôt open source, c'est SNMP, c'est une règle, ça marche pour tout le monde. Et du coup, vous pouvez donner n'importe quel OID, il va vous dire exactement quel OID cherche précisément. Alors, nous, notre objectif principalement, c'est qu'une fois la machine a été ajoutée, le but, ça sera d'activer ou de configurer cette partie qui s'appelle la supervision passive. Alors, pour la configurer, bon, d'abord, il faut plutôt aller vers les services et dans les services par hôte. Alors, on a quoi ici? Je vais prendre ici la totalité. Et dans les services par hôte, elle est où ma machine? Elle est là. On va CPU, memory, ping, swap, ça c'est classique. Ce qu'on doit faire là-dessus, on va devoir ajouter un service qui s'appelle SNMP Traps. SNMP Traps. Alors, sur quel hôte on le configure? On va le configurer sur notre machine, sur le Windows 10 tout simplement. Qu'est-ce que je voulais faire de plus? Le modèle, il y a un modèle spécifique propre au Trap SNMP qui s'appelle générique. Je crois que c'est comme ça. Oh là là, qu'est-ce que j'écris là? Générique, non. Attendez. Allez, qu'est-ce qu'on va dire? Générique, il est quelque part ici. Passif service custom, c'est ça. C'est générique service ou passif service, c'est ça, passif service custom. Ok, très bien. Après, on va préciser, on va dire pratiquement les informations plutôt classiques. Alors, le modèle, les commandes de vérification, c'est pareil. OS Linux, non, c'est plutôt du Windows. Windows. C'est du Windows SNMP quelque part. SNMP. Alors, ce que je vais faire, je vais écrire plutôt SNMP. Mais par contre, oui, SNMP, ça fait un peu trop. Du coup, je vais écrire Windows. Il y aura le SNMP. Le SNMP swap, traffic global, traffic ID, traffic name, uptime. J'hésite. Du coup, on va partir tout simplement sur le SNMP service. Il y a quelque part un SNMP service ici, il est là. On va partir sur de SNMP service. On va laisser tous les éléments comme ça, normal, classique. Alors, la période de contrôle, ça c'est classique aussi.
on active la passive comme l'active, attention, parce que finalement, si, ça ne sert à rien si tu n'actives pas la supervision passive ici, c'est le but un peu. Après, ce qu'on va faire, c'est le plus important, c'est qu'il faut aller vers la partie relation. Et dans la partie relation, il faut configurer les trappes SNMP. Les trappes SNMP reliées au service. Et ici, que nous allons préciser les services en question. On peut préciser un service générique. Générique, c'est tout simplement du générique, ni plus ni moins. Après, vous pouvez voir ici, dans les types de trappes SNMP, vous allez voir la quasi-totalité des trappes SNMP qu'on connaît, c'est du Dell, de Cisco, etc. Parce que finalement, chaque constructeur parle sa propre langue. Du coup, nous, on va partir sur du générique, par exemple, Link Down ou du générique Link Up. C'est l'exemple un peu connu, un peu utilisé dans le cadre de ce genre d'exercice. Après, qu'est-ce que je voulais dire encore de plus ? Je pense que là-dessus, c'est OK, très bien. Alors, est-ce qu'on l'a quelque part normalement ici sur le Windows 10, SNMP Trap. Et puis, il ne faut pas oublier d'aller configurer ou aller activer les trappes SNMP. C'est quelque part dans la partie config, on a quelque part les trappes SNMP. Enfin, les interfaces graphiques changent de plus en plus. Interruption SNMP, je crois, ouais, que c'est ça. Hein. C'est tout ce qu'il y a sur le SNMP. Alors, ah non, c'est généré quelque part, oui, c'est en bas, c'est généré. Dans les anciennes versions, c'était des trappes SNMP, c'était écrit comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est redémarrer sur du central. C'est un peu comme le collecteur, c'est pareil. Il faut régénérer les trappes SNMP. Là, il nous dit tout simplement que successfully created, c'est en quelque sorte, ça a été créé avec succès, sans problème, et que même le service, on le voit ici, le service, il passe normalement sans aucun souci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir les services sur notre machine, s'il te plaît, si tu veux. Alors, elle est où notre machine? Le Centrion, MySQL, Ubuntu. On a redémarré ou pas? Je ne me rappelle plus. Alors, je regarde ici. Ah, on n'a pas redémarré, c'est pour ça. Alors, exporter la configuration aussi. Et comme ça, on redémarre un peu du tout. Histoire de redémarrer tout. OK. OK, très bien. Du coup, là, tout remonte. Normalement, quand on va revenir vers le statut des ressources, on doit voir notre Windows 10 ici, OK, qui fonctionne. Et puis, on peut même voir la liste des services liés. Allez, qu'est-ce qu'on va dire? Statut par hôte. Enfin, on ne le voit toujours pas ici. Hop, tous, plutôt. Très bien. Du coup, on l'a bien, le statut SNMP Trap qui est bien ici. Très bien. OK. Qu'est-ce que je voulais dire encore plus? Enfin, c'est toujours un statut en attente, mais peu importe. OK. Qu'est-ce qu'on voulait dire de plus? C'est que là, si vous voulez, ce qu'on vient de faire là-dessus, c'est qu'on vient de configurer ou d'activer ou de faire fonctionner le système de supervision passive. C'est autrement dit, le système qui va dorénavant, c'est bon, c'est activé, hein, ça devient vert. On peut même aller le voir, le SNMP Trap, il est là. Du coup, là, ça fonctionne et on peut dire que très bien pour cette partie-là, on a de la supervision passive maintenant dorénavant configurée. Du coup, s'il y a quoi que ce soit sur le Windows 10, il va lui-même informer le serveur central de supervision, le Centrion, sans avoir besoin, sans avoir la nécessité d'aller chercher l'information par le serveur en soi, grâce aux trappes SNMP. Ok, alors, maintenant, ce qu'on va voir, on va revenir encore sur les trappes SNMP. C'est interruption tout simplement, hein, c'est juste traduit. Ok, alors on affiche maintenant, enfin ce que j'essaye de vous expliquer maintenant, ce que je vais essayer de vous expliquer à partir de maintenant, c'est comment vous allez pouvoir ajouter vos propres trappes SNMP. Ou autrement dit, votre propre MIB SNMP. Allez, on va aller plus loin. Par exemple, regardez bien ça. On peut prendre ça, on peut prendre les MIB, non pas les MIB, pardon. On peut prendre les constructeurs, ils sont où? Ils sont là. Il y a un certain nombre de constructeurs qu'on connaît. 3Com, Cisco, Dell, Générique, etc. Maintenant, est-ce qu'il y a un moyen qu'on ajoute des trappes SNMP dédiées à mon équipementier réseau? Par exemple, j'ai je sais pas, Juniper.
Ok. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Il suffit d'aller chercher sur le net les trappes SNMP pour, les MIB pour Juniper. Après, on peut y aller chercher. Hein. Moi, j'ai fait un petit tour. J'ai fait un petit tour quelque part ici. C'est ça, oui. Et puis, on trouve des sites. Il y en a énormément les sites web. Du coup, prenez n'importe quel site vous souhaitez. On peut récupérer directement ici. À partir de ce site-là, SearSitter, on peut récupérer la liste des trappes SNMP, pardon, les MIB SNMP par type de constructeur. Du coup, on peut faire déjà même quelque chose qui ressemble à ça. Et là, vous avez la quasi-totalité des constructeurs et la quasi-totalité des MIB qui peuvent exister. Vous voyez que ce n'est pas quelque chose de très difficile de les trouver. Après, moi j'ai pris Juniper, il suffit juste de chercher dans la liste Juniper. Après, qu'est-ce qu'on a à faire? On peut récupérer directement les Juniper MIB. C'est en quelque sorte la MIB la plus importante en taille pour Juniper qui groupe énormément d'informations sur les différents équipements Juniper. Rappelez-vous ce qu'on a dit ici, ça c'est les OID, c'est les trappes SNMP. Du coup, vous pouvez cliquer sur n'importe, il vous donnera des informations, etc. sur la trappe en question. Du coup, rappelez-vous ce qu'on a dit, la MIB contient des trappes SNMP. Et ça, c'est la liste des différentes trappes SNMP contenues dans la MIB. Et là, on a les différents OID avec les messages affichés. Du coup, si vous souhaitez afficher la totalité de la MIB, elle est là. Il suffit de cliquer pour l'ouvrir et vous la trouvez, elle ressemble à quelque chose comme ça. Moi, je ne vais pas la lire comme ça. Je l'ai copiée, je l'ai collée et je l'ai ouverte sur mon bloc-notes directement. Et du coup, sur mon notepad, j'ai la MIB qui est bien configurée avec l'extension .mib. Du coup, le fichier s'appelle juniper-mib.mib. L'extension doit être mib. Une fois que vous avez l'extension mib, vous allez avoir le code couleur sur Notepad++, le plus adapté. Ça vous permettra de lire. Si vous savez lire en détail les MIB, vous pouvez comprendre à peu près le contenu détaillé de la MIB. Mais vous voyez à peu près, vous avez vu maintenant à votre propre... avec vos propres yeux ce que signifie une MIB principalement. Du coup, c'est juste un ensemble de codes, des informations contenant les différentes trappes SNMP dedans, qui sont détaillées. Si vous voulez la version tableau détaillé, vous pouvez les trouver ici. Du coup, l'objectif, c'est que moi, ce que j'ai fait, je l'ai enregistré sur mon bureau, et puis, si vous souhaitez ajouter un constructeur spécifique, il suffit de venir ici, écrire Juniper, tout simplement, alias, on peut appeler Juniper, peu importe. Description, vous pouvez écrire ces trappes SNMP créées spécialement pour mes équipements réseau qui sont sur Juniper. Vous pouvez écrire ce que vous souhaitez là-dessus. Après, une fois fait, oulala, j'ai un problème de clavier. Ok, du coup, une fois fait, on sauvegarde. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Sur les MIB, on va ajouter notre MIB. Ici, on doit trouver Juniper parce qu'on l'a créé. Et puis, on ajoute notre MIB directement qui est sur mon bureau quelque part ici. Quelque part ici, on a bien la Juniper MIB qui est ici. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'importe. Et c'est bon, c'est importé. En tout cas, tant que c'est vert, c'est que c'est importé. Et là, on a la totalité des informations qui ont été importées. Du coup, dorénavant, vous allez pouvoir attaquer des équipements Juniper en utilisant la MIB que vous venez d'installer. Du coup, si vous êtes administrateur Centrion dans une entreprise et on vous demande d'ajouter des équipements, c'est comme ça que vous allez devoir procéder. Et là, comme ça, on a Juniper maintenant qui est surveillé par notre Centrion. On peut prendre la liste des trappes SNMP, interruption, ça me dérange, à chaque fois je cherche le mot trappe. Alors, on peut chercher ici, du coup, on est censé trouver maintenant la totalité des trappes SNMP qu'on connaît ici, où on va trouver les trappes Juniper, les trappes Cisco, etc. Bref, toutes les trappes qui sont configurées, qui sont installées ici. Du coup, à quoi ressemble une trappe SNMP ou un OID SNMP? Comme on a dit, il a un nom. Là, par exemple, on peut trouver CCM, CLI, Running Config Changed. C'est quand il y a un changement de running de configuration en ligne de commande Cisco. CLI et tout, ça vous dit quelque chose, c'est du Cisco. L'OID, on l'a. Excusez-moi. L'OID, on l'a. Le statut. C'est de quel type? Cisco. Et puis, on a le principe. This notification indicates that the running. Par contre, attention, il faut toujours mettre un petit $ étoile pour ajouter la variable, pour ajouter la partie variable de la description, de message de sortie. Ça, c'est un exemple concret d'une trappe SNMP. Après, si vous souhaitez ajouter une trappe spécifique, pas obligatoirement toute une
toute une MIB. Par exemple, vous avez la MIB Cisco. Pardon. Ce que vous pouvez faire ici, on peut venir ici, on peut écrire Cisco. Voilà, vous voyez, il y a 1479 fichiers Cisco. Je prends n'importe quoi, c'est vraiment juste pour l'exemple. On va dire que cette partie Cisco GTP MIB, on n'a pas la totalité des informations. Et puis, vous souhaitez prendre une trappe spécifique là-dessus, par exemple celle-ci. Franchement, je ne sais même pas ce qu'elle fait. C'est juste un exemple vraiment que je prends comme ça au hasard. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? On peut tout simplement ajouter. Du coup, on peut ajouter le nom de la trappe. On peut ajouter ça. Comme ça, on ajoute le nom de la trappe. Le modèle, unique ou expression régulière, c'est de l'unique. Qu'est-ce qu'on va faire encore là-dessus? On va récupérer l'OID parce que c'est ce qu'il va utiliser pour aller l'attaquer. L'OID, ou pas, qu'est-ce qu'il fait? Le nom de constructeur, on a dit que c'est du Cisco. On précise que c'est du Cisco. Le message de sortie, le message de sortie, on ne va pas inventer. On a le message de sortie qui est déjà là. Du coup, on va, attention, on va recopier le message de sortie ici. Et puis, on ajoutera un petit dollar et étoile. C'est pas la recommandation, mais c'est obligatoire pour ajouter la partie variable. Après, qu'est-ce qu'on a? Le statut par défaut, etc. Bref, toutes les informations ici, ils ont l'air normal. On va dire sauvegarder et puis normalement, ça a été ajouté sans problème. Elle est là, quelque part ici. Vous voyez, CGTP3, je ne sais même pas ce que signifie. Je ne vais pas prendre même pas le temps de lire, mais c'est juste pour vous dire, si vous voulez ajouter une trappe SNMP spécifique, c'est comme ça que vous allez devoir procéder. N'oubliez pas de temps en temps de venir régénérer à nouveau votre configuration. Redémarrage ou régénérer, peu importe. Moi, je pars carrément sur du redémarrage. Et comme ça, on voit bien que c'est successful, ça remonte bien. Et comme ça, je pense, on a fait le tour de tout ce qui est lié à la supervision passive. On a vu les trappes, on a vu les constructeurs, les MIB, comment régénérer cela, comment ajouter des services passifs. C'est ce qu'on a vu sur mon Windows 10 auquel on a ajouté un service passif. Je pense qu'on a fait le tour de la totalité de ces informations là-dessus. Alors, je pense sans avoir besoin de faire une nouvelle vidéo carrément pour parler des 2-3 petits trucs qui restent. Je pense qu'on peut faire le tour rapidement de l'outil sur ce qu'il nous reste à voir. Par exemple, les vues personnalisées, la sauvegarde, des choses comme ça. On peut rapidement faire un petit tour ici, vue personnalisée. À partir de la version 22, je crois, il y a une vue personnalisée déjà ici. Que vous pouvez personnaliser encore parce que de base c'était une page vide, mais à partir de la version 21-22 c'est devenu quand même c'est arrivé maintenant avec quelques affichages sur les serveurs, sur les services et puis les hosts et puis le service listing, la totalité des services, et puis vous avez ici la totalité des services groupés par host. Vous avez la liste des hosts et vous avez la liste des services. Du coup, vous pouvez venir juste ici, modifier la vue. Vous pouvez l'éditer, vous pouvez la supprimer, vous pouvez l'enlever, vous pouvez créer par exemple une nouvelle vue ou même à partir d'une vue existante. Du coup, ici, vous pouvez dire, je sais pas moi, par exemple, my servers view mise en page, comment on peut mettre une colonne 2, 3, etc. C'est du public ou pas, on peut soumettre. Et puis, à partir de cette view-là, on va pouvoir ajouter des choses, ajouter des widgets ou partager la vue ou créer des choses comme vous souhaitez les créer. Par exemple, allez, on peut prendre des widgets, peu importe, l'état du engine status. On va dire status, et puis vous pouvez vous soumettre plutôt les widgets que vous souhaitez ajouter, afficher ou pas. Vous pouvez, bref, créer les graphes que vous souhaitez aussi créer sans problème. Après, on peut par exemple, je sais pas moi, ajouter d'autres widgets, peu importe. Vous pouvez faire du global health par exemple. Vous dites global health, peu importe. L'état de santé global de votre équipement. Vous pouvez ajouter encore d'autres, peut-être ça il ne sert pas à grand chose, on peut l'effacer. Vous pouvez ajouter d'autres widgets sur des choses peut-être spécifiques, je ne sais pas moi, de type host ou des choses comme ça, host.
host monitoring. Là, vous pouvez dire juste host comme nom, soumettre, et là, ça vous affichera la liste de vos hosts. Vous pouvez éditer en changeant, par exemple, on travaille sur le principe de deux colonnes au lieu d'une colonne, et puis vous pouvez jouer là-dessus et vous ajoutez votre personnalisation de la vue. Malheureusement, on est vraiment dans une vue parce que là, on aurait pu récupérer tout un pack de plugins là-dessus pour l'utilisation, ou même des extensions en particulier. Je crois que c'est pas ici, mais plutôt les extensions, c'est ici, le gestionnaire des extensions. Mais là-dessus, malheureusement, il faut des licences payantes pour mettre en place pas mal de choses, comme par exemple la cartographie, la possibilité d'avoir une carte, une map carrément de votre réseau. C'est très pratique si vous avez des data centers aux différents réseaux à surveiller ou des choses comme ça. Bon, je vous laisse faire un petit tour, hein, il n'y a rien d'extraordinaire, voir les différentes vues que vous souhaitez avoir. Là maintenant, on a notre server's views ou view. Vous pouvez la modifier autant de fois que vous souhaitez. Hein. Vous pouvez créer autant de... par exemple, là, on peut dire du service monitoring. On peut écrire ici service, soumettre. Et là, on peut avoir encore du monitoring de services là-dessus, etc. Vous pouvez créer énormément de services tels que vous souhaitez. Vous pouvez les modifier ici. Par exemple, il vous demande est-ce que vous affichez les hosts ou les services, est-ce que vous affichez des groupes de hosts ou des groupes de services, le refresh dans combien de temps, etc. Vous pouvez faire quand même pas mal de modifications dans l'affichage. Ici, je vous laisserai lire les options, ce que vous voulez display, ce que vous voulez afficher ou ne pas afficher, etc. etc. Je pense là-dessus, je peux vous laisser vous amuser sur la personnalisation de l'affichage. Malheureusement, il était plutôt souhaitable d'avoir la Maps. Je ne sais pas si on peut la voir sur Google. Maps Centrayon. Non, mais c'est pas l'adresse de Centrayon que je cherche. C'est plutôt ça. C'est la possibilité de créer des cartographies de réseau sur votre outil de supervision carrément. Ça, c'est quelque chose de pratique, mais malheureusement, il est payant. Alors, ça, c'est OK pour la partie vue personnalisée, je pense. Alors, est-ce qu'on a tout terminé? Enfin, pour moi, oui. Enfin, on a vu pratiquement tout ce qu'on peut voir. Alors, les hôtes, les services, on a vu les utilisateurs, on a vu les commandes, les notifications, les trappes, les packs de plugins, les collectes, les bases de connaissances. J'essaye de me rappeler, est-ce qu'on a dû rater quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu spécifiquement sur cette partie-là? Mais normalement, il n'y a pas de problème spécifique. Normalement, on a dû voir la totalité de ce qui se voit dans le module. J'essaie juste de réfléchir si autre chose a été loupé ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas l'impression. Allez, on va afficher juste comme ça rapidement. Ouais, normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Les statuts, on a tout ici. Sur la partie supervision, il y en a aussi. Il n'y a pas de problème. On a vu déjà les journaux d'événements. On a vu les différents rapports. Sur la configuration, est-ce qu'on a vu tout? Normalement, pratiquement, on a vu tout ce qu'on peut voir ou tout ce qu'on a à voir sans problème. Pour moi, oui. Enfin, pour moi, normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Pour moi, il n'y a pas de souci. On peut voir les paramètres, le Centrayon web, supervision, les gorgones, etc. Le compte, qu'est-ce qu'on a? Sauvegarde, oui, pourquoi pas. On peut voir les sauvegardes. En tout cas, la sauvegarde, il n'y a pas de sujet super important. Enfin, par contre, il faut sauvegarder. Hein. Je ne dis pas que c'est pas super important. Mais ce qui est compliqué dans la sauvegarde, ce n'est pas ça. Parce que ça, c'est très simple. Mais plutôt la politique de sauvegarde. Du coup, on peut activer une sauvegarde. On peut mettre le dossier de récupération où exactement. La récupération temporaire où exactement. Sauvegarder les bases de données. Sauvegarder les bases de données centrées en storage. La méthode de sauvegarde, quelle technique on utilise? Est-ce qu'on utilise la technique des snapshots? C'est la prise de capture carrément en la technique des dumps. Et puis la sauvegarde, généralement, elle base sur ce principe.
La sauvegarde complète, c'est qu'on sauvegarde la totalité du serveur. Deuxième étape, on fait une sauvegarde incrémentielle, autrement dit, on sauvegarde juste ce qui varie entre un jour et un autre. Ça, comme je vous ai dit, c'est pas vous qui le décidez, mais plutôt la politique de sauvegarde de l'entreprise. Généralement, il y a des ingénieurs storage, qui décident ce genre de choses. Par exemple, on peut dire que chaque dimanche, on fait une sauvegarde complète, et puis les sauvegardes incrémentielles, c'est par exemple tous les jours. Par exemple, on peut faire quelque chose qui ressemble à ça. On ne fait pas dimanche on fait tout. Et puis tous les jours de semaine, on fait le tour. La rétention, c'est quand est-ce que le cycle se répète. Généralement, on s'éloigne un peu, par exemple un an. Et comme ça, dans un an, on écrase tout, on refait une sauvegarde complète à nouveau, on refait le cycle à nouveau. Et puis d'habitude, on prend un disque externe ou un disque de sauvegarde ou peu importe ce que c'est, ou du cloud, peu importe. Et vous mettez la totalité des fichiers que vous avez ici pendant l'année précédente et puis vous faites tourner le tour à nouveau. Je pense que pour tout le reste, on peut laisser tel qu'il est. On peut cliquer sur sauvegarder et puis là, on a la sauvegarde qui est activée. Est-ce que ça nécessite de refaire le collecteur? Non. Je pense que c'est OK là-dessus. Sur les autres paramètres, normalement, il n'y a pas de souci spécifique. LDAP, on a déjà vu au tout début de la formation, c'est que s'il y a un LDAP, en quelque sorte un Active Directory, vous pouvez le relier à un Active Directory et à un LDAP si vous le souhaitez. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Normalement, on a vu la totalité de ce qu'il y a à voir. Et puis comme ça, on a terminé notre formation sur Centrion. Si vous arrivez jusqu'au-là, c'est que vous êtes un bon professionnel de Centrion. On ne va pas dire très expert à 100%, mais vous avez traversé 60 ou 70% de chemin pour être un expert de Centrion et puis expert de supervision. C'est quelque chose qui s'ajoute au CV. Ça aide énormément les étudiants, les alternants, les débutants de carrière, etc. Et même si vous êtes expert, ce genre de solution, vous pouvez l'installer pour les entreprises. C'est vrai que c'est pas vous qui l'administrez tous les jours, mais je vois mal si tu dis que tu es expert, mais tu ne sais pas maîtriser un outil de supervision, c'est vraiment très mauvais. Du coup, ça vous mettra quand même, ça vous ajoutera un levier dans votre CV en matière de compétences, en matière de technologie que vous pouvez maîtriser. Bon, on va voir la prochaine série de vidéos, ça sera sur quoi. Et puis sur ce, je vous dis bon courage à tous, bonne continuation à tous. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin de questions et à la prochaine. Salut, salut.